Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette toute dernière vidéo dédiée au top des lectures de 2022. Encore une fois, c'est un classement de mes découvertes personnelles de 2022, donc évidemment dans le lot il y a eu des bouquins plus anciens, et comme d'habitude c'est un classement subjectif. J'essaie toujours d'apporter des arguments objectifs, mais globalement ça reste mon avis personnel. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, vous pouvez même partager votre avis dans les commentaires, du moment que vous restez aimable et poli avec tout le monde. Et autre petite information, oui, il y a plus de titres dans le top de lecture que dans le flop, parce qu'il y a quand même eu plus de titres que j'ai vraiment apprécié et dont je tenais vraiment à parler. Contrairement au flop où les sombres merdes, en fin de compte, il n'y en avait pas tant que ça. Sur ce, bonne vidéo à tous. Dans le Saint-Empire romain germanique du XVIe siècle, Marie est une petite sorcière innocente et légèrement tête en l'air, accompagnée d'un corbeau qui parle. Sauf qu'au cours de ses pérégrinations, elle va rencontrer un inquisiteur qui va plus ou moins s'installer en son village et commencer à soupçonner de la sorcellerie un peu partout. Parfois à tort, parfois à raison. L'histoire est plutôt comique de base, même s'il y a pas mal de références réelles à l'histoire de la chasse aux sorcières, et notamment à ce que faisait vraiment l'Inquisition. On sent que l'auteur a quand même fait quelques recherches sur le sujet, et j'ai presque envie de dire que c'est une version fun et comique du Couvent des damnés. Et si vous ne connaissez pas le Couvent des damnés, je vous invite très fortement à le lire. Puisque là, on a de vraies sorcières avec de vrais pouvoirs, et le danger de l'Inquisition est réel, mais l'héroïne se retrouve plus souvent dans des situations marrantes que véritablement dangereuses, et s'en tire toujours sans aucun vrai dommage. Elle finit même par adopter un chaton qui a pour projet de la réduire en esclavage. Les chats, quoi. Même si on peut accuser le manga d'être relativement sage quand même, c'est assez gentillé. C'est gentillé, mais pas abusivement non plus. Pour moi, le cadre, le contexte et la manière de le traiter sont quand même assez originaux et ça m'a quand même donné envie de voir la suite. À tester. Alors, exceptionnellement, je vais spoiler une grosse partie de l'intrigue. On va pas se mentir, je pense que tout le monde connaît la quasi-totalité de l'histoire par cœur. Donc je vais pas trop me priver et ça me permettra d'en parler plus sincèrement. Puisque c'est comme d'habitude l'histoire de Scrooge, l'incarnation de la radinerie, qui se retrouve à faire face à 3 esprits le soir de Noël, pour l'inciter à changer et ainsi lui épargner une après-vie d'éternelle errance. Sauf que dans cette version, nous n'avons pas droit à Ebenezer Scrooge, mais à Elizabeth Scrooge. Et j'admets que j'ai été intrigué par cette version parce que je voyais pas trop l'intérêt de remplacer le personnage par une femme en fait. Il y a des situations où effectivement changer le genre d'un personnage peut apporter des trucs en plus, et là je me disais, je vois pas ce que ça a changé en vrai. Je voyais pas en quoi mettre une femme allait apporter quelque chose de neuf. Et en fait, si. Parce que Elisabeth ayant justement été privée de pas mal de choses, justement à cause de son genre. Notamment parce qu'elle était privée d'éducation officielle par son père, parce qu'on considérait que les femmes n'étaient pas vraiment dotées d'intelligence. De la part d'un peuple qui déjà à cette époque se faisait diriger par une reine, tu parles d'un comble, mais bon, why not. Par contre, j'étais pas vraiment sûr de l'intérêt de remplacer Ebenezer par une femme qui soit jeune. Sans que vous regardez les dessins, Elisabeth elle a l'air d'avoir 30-35 ans à tout péter. Là où Ebenezer, il est au soir de sa vie, et le fait justement d'avoir le troisième esprit qui lui annonce sa mort prochaine, c'est un petit peu ce qui lui fout le plus les jetons, et qui le pousse vraiment à changer. Et quand on voit la pauvre Elisabeth qui se retrouve avec sa robe de nuit qui lui remonte pratiquement au niveau des fesses à 2-3 reprises, tu te poses un peu la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Néanmoins, ça peut être une excellente raison au changement final. Alors, j'ai jamais lu le conte d'origine, mais j'ai vu la version animée notamment avec Jim Carrey, qui est probablement un de mes films d'animation favoris. Cependant, même là, il y a toujours eu un point qui m'a énormément gêné, c'est que au matin de Noël, Scrooge change radicalement de comportement. Mais genre tellement que c'est même plus la même personne, et du coup ça fait beaucoup trop forcé. Là où Elisabeth, peut-être grâce à la fougue de la jeunesse, elle est pas si inquiète que ça à l'idée de mourir ou que tout le monde la déteste. Par contre, le fait de savoir que le jeune Timmy va mourir à cause d'elle, ça la pousse à changer. Et pas des changements complets de personnalité, non. Elle fait des efforts, de vrais efforts, mais malgré tout, ça reste une misanthrope solitaire qui n'aime ni Noël ni les gens, mais qui, sous couvert de sa froideur habituelle, essaye de se montrer un petit peu plus généreuse.
Ce qui fait que l'adaptation se termine sur une morale qui est un peu plus grise. Est-ce qu'on a vraiment réussi à changer Scrooge? Est-ce qu'il y a eu une victoire des esprits ou est-ce que Elizabeth a remporté leur quasi-duel? Pour moi, ça rend l'histoire vachement plus intéressante et je vous invite très fortement à la découvrir. What the fucking fuck? Alors, j'ai déjà abordé le cas du Terry Moore-verse dans le flop des lectures. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le faire parce que j'ai pas envie de me répéter. L'histoire nous fait suivre Samantha, une ancienne militaire rescapée de la guerre en Irak, d'où elle est revenue avec un bon gros stress post-traumatique des familles, à tel point que notre héroïne s'est isolée à jouer les garagistes dans une casse au beau milieu du désert, avec pour principale compagnie son ami imaginaire, un gorille qui parle. Déjà ça part bien, et ensuite la situation va devenir très tendue pour Samantha, qui va voir débarquer dans la zone des soucoupes volantes. Et c'est complètement barré. Et vu qu'on a affaire à une protagoniste qui a régulièrement des hallucinations, il n'y a qu'à la fin qu'on comprend si tout ce qu'on a vu était réel ou pas. Et c'était un tel délire que pendant la majeure partie de ma lecture, je me disais comment ce truc peut se raccorder au reste du Terry Moore-verse, quoi. Je n'ai remarqué qu'une seule incohérence, qui se déroule en fait pendant une hallucination, où Sam n'est pas présente. Ce qui du coup rend le truc un peu artificiel. Néanmoins, ça reste constamment assez perché pour qu'on puisse adhérer au délire, sans pour autant s'interroger sur la cohérence toutes les 5 minutes. Les personnages sont globalement tous attachants, même certains sbires antagonistes, qu'on finit quand même par s'attacher à eux. Et je dirais même que c'est un des meilleurs épisodes du Terry Moore-verse, justement parce que le délire est beaucoup plus présent que la cohérence. Donc si vous aimez les histoires complètement barrées et les personnages bien écrits, je vous recommande chaudement Motor Girl. L'histoire est celle d'une artiste peintre en plein blocage artistique, qui a décidé d'acquérir un vieux manoir perdu au milieu de la Cambrousse et réputé hanté, dans l'espoir que cela débloquera son problème de page blanche. Si au début rien ne se passe, elle va finir par se rendre compte qu'une entité vit effectivement dans les murs et avec laquelle elle va se mettre à communiquer. L'histoire est vachement cool. C'est totalement une nouvelle vision de l'horreur un peu Lovecraftienne, avec la créature qui, justement comme elle craint la lumière, on sait jamais exactement à quoi elle ressemble. Même si elle a l'air un brin polymorphe quand même. La relation qui va se tisser entre elle et notre artiste, au début est très affectueuse et même assez touchante, mais va au fur et à mesure devenir de plus en plus néfaste et malaisante. Et je pense clairement que l'histoire est une interprétation de certaines relations toxiques. Parce que clairement ça va assez loin. Hein. Après, pour ce qui est du style, je reconnais que ça risque de pas plaire à tout le monde. C'est bien dessiné, ça, y a pas de doute, mais c'est pas un style qui va rechercher l'hyper-réalisme. Si vous connaissez, c'est du Jorge Corona. Mais la raison principale pour laquelle je m'y suis intéressé, c'est parce que l'histoire est scénarisée par Skottie Young. Et Skottie Young, c'est le mec qui a fait les I Hate Fairyland. Et si vous ne connaissez pas I Hate Fairyland, je vous ordonne de le lire. C'est une histoire complètement barrée, hyper gore, mais génialissime. Et en écrivant ce top, je me suis rendu compte qu'une suite à I Hate Fairyland allait bientôt sortir, donc je suis très impatient. Du coup, le voir switcher pour aller de ça à une relation surnaturelle qui finit en relation toxique, wow, tu t'y attends pas quoi, c'est très inattendu, mais plaisant. Du coup, est-ce que je vous recommande Celui que tu aimes dans les ténèbres? Clairement, oui. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Witch's War, c'est purement et simplement du Valkyrie Apocalypse au féminin. Plusieurs femmes ont été sélectionnées grâce à leurs désirs qui leur ont permis de marquer l'histoire et sont invitées à devenir des sorcières et à participer à la nuit de Walpurgis, c'est-à-dire un immense tournoi à mort où la seule et unique à gagner verra son souhait exaucé. Et quand je dis que c'est du Valkyrie Apocalypse au féminin, je déconne pas. On a des protagonistes qui ont chacun des flashbacks de leur histoire, on a des combats dantesques avec des retournements de situation en fonction de leurs désirs ou de leurs attitudes, et tout ça sous la forme d'un tournoi, avec notamment un commentateur, une commentatrice pour le coup, qui nous fait son speech. Et le premier combat oppose ni plus ni moins que Tomoe Gozen à Elizabeth Bathory. Je n'ai aucune idée de comment ça va évoluer par la suite. J'aime beaucoup Valkyrie Apocalypse, mais c'est vrai qu'un des premiers reproches que je lui ai fait pratiquement dès le début, c'est que
Il n'y avait aucune combattante humaine ou divine de prévu. Et aussi d'avoir un traitement des personnages féminins, voilà quoi. Donc pour un premier tome, Witch's War est très bon. Il va un peu vite en besogne sur certains points, et malheureusement la comparaison avec Valkyrie Apocalypse sera inévitable. Et perso j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que malgré la forme qui est globalement copiée, on reste sur des aspects qui sont plutôt intéressants. Par exemple, c'est le désir d'une sorcière qui va lui permettre d'utiliser son pouvoir. Et ce désir peut prendre différentes incarnations. Et surtout, là où Valkyrie Apocalypse, ça a quand même un intérêt assez noble, l'objectif quand même c'est la survie ou la destruction de l'humanité. Là où Witch's War, c'est du pur égoïsme. Gagner c'est uniquement pour ta pomme, quitte à massacrer les autres. Donc il y a peu de chances pour qu'on ait des alliances, et vu comment est orienté le système du tournoi, certaines combattantes vont devoir revenir sur le ring au moins une fois pour affronter d'autres adversaires. Parce que c'est vraiment un tournoi du dernier debout. Et aussi j'ai beaucoup aimé qu'on ait le droit à une protagoniste française qui plus est, en la personne de Jeanne d'Arc, qui est quand même un peu dans la mouise par rapport aux autres puisque elle n'a aucun désir. J'aime aussi plutôt bien le chara design des personnages pour le moment, qui sont pour le coup pas trop sexualisés. Enfin bon, il y a quand même des moments dans le tournoi où elles vont avoir des tenues un peu olé olé, hein, parce que Japon quoi, mais pour le moment ça reste appréciable. Donc je suis très emballé, et même si je peux pas garantir que ça va être parfait, je trouve que ça démarre plutôt bien, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et moi qui critiquais l'hypersexualisation tout à l'heure. Petite BD à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'elle est quand même déconseillée aux moins de 16 ans pour toutes les scènes un peu chaudes qu'on peut y trouver. Maintenant, rassurez-vous, ça reste plus de l'érotique que du porno. L'histoire est celle de deux sœurs, Sylvia, experte comptable un brin coincée, et Cindy, serveuse toute décoincée. Le truc c'est que Sylvia, qui travaille dans une entreprise de lingerie féminine, va devoir remplacer une mannequin au pied levé. Ce qui non seulement va avoir un succès fou, mais aussi faire prendre conscience au patron de sa boîte que, pour vendre de la lingerie, faut pas uniquement s'attarder sur les top modèles anorexiques, faut vendre à toutes les tailles. Il va donc bombarder Sylvia, directrice de collection, et cette dernière, n'ayant que peu d'expérience dans le domaine, va prendre conseil auprès de sa sœur, qui va l'orienter vers des aspects un peu plus coquins. L'histoire est assez innovante, je trouve, et ça a le mérite d'expliquer pourquoi il faut des mannequins de toutes les corpulences, c'est pas juste des squelettes. Ça montre aussi plusieurs aspects de la sexualité, et il est très probable que le tome 2 aille du côté soit du travestissement, soit de la transidentité. J'avoue que c'était très vite expédié à la fin du premier tome, donc je sais pas exactement. Il y a des passages qui sont sacrément drôles, notamment la scène avec le vibromasseur, je ne vous spoilerai pas mais elle m'a fait énormément rire. Bref, je trouve que la série essaye de mettre un pied dans l'aspect de la libéralisation sexuelle, tout en restant, je trouve, accessible au plus grand nombre. Donc c'est une très bonne petite découverte, et je vous la conseille chaleureusement. C'est pas souvent que je me replonge dans les comics Marvel, principalement parce que c'est un univers étendu qui est gargantuesque, et que le moindre nouveau chapitre va avoir des liens avec d'autres sagas qu'il faut avoir lu pour bien tout comprendre. Par exemple, j'ai probablement pas tout compris à certains éléments des comics d'Injustice, parce que ça faisait intervenir des personnages ou des références à des événements que je ne connaissais pas et dont j'avais jamais entendu parler. Et vu que les tomes en question ne t'offraient que des aides minimalistes pour décrire qui était qui, ou quel était tel ou tel événement, je vous cache pas que j'étais assez souvent paumé. Ce n'est quasiment pas le cas avec cette intrigue. Si vous connaissez au moins les films et les séries du MCU, des X-Men et les principaux personnages, globalement ça suffit. La plupart des rares persos inconnus étant justement présentés assez vite, comme May Parker, la fille de Spider-Man et Mary Jane, mais il y a quand même quelques personnages inconnus, comme Moon Girl et son T-Rex apprivoisé, ou encore Gabi Kinney, qui se trouve être le clone de Laura Kinney, qui elle-même était un clone féminin de Wolverine. Marvel et les clones, c'est une vraie saga d'amour. En dehors de ça, l'histoire est un one-shot, donc pour moi, des connaissances basiques sur l'univers de Marvel sont amplement suffisantes pour tout comprendre. L'histoire propose un nouvel univers alternatif où la Terre se voit privée de toute forme d'électricité, causant ainsi une apocalypse du niveau du ravage de Barjavel. Sauf que, et ça c'est une voie qui est très appréciable, au lieu de nous offrir du post-apo assez classique avec l'homme qui est un loup pour l'homme, pour le coup les super-héros sont intervenus et ont vraiment empêché
que ça dégénère de cette façon. Ils ont permis de reconstruire le monde sans électricité et d'instaurer quasiment une utopie qui est beaucoup plus proche et respectueuse de la nature et davantage basée sur l'entraide. Le problème venant essentiellement de En Sabah-Nur, aussi connu sous le nom d'Apocalypse, qui va se lancer dans la réalisation d'un projet particulièrement catastrophique. Et c'est super cool. Non seulement le fait de créer son propre univers alternatif autorise au scénario toutes les libertés qu'il veut. On a plusieurs morts définitives de certains super-héros, et une vision de l'avenir post-apo telle qu'on en a assez rarement vu en fait. Ce qui en fait probablement à mes yeux un des meilleurs comics de Marvel. Bon, si je devais sortir un défaut, j'aurais quand même aimé avoir un descriptif des différents personnages dans l'histoire. Et surtout, qu'est-ce que Spider-Gwen fait là-dedans? Bon ok, elle apparaît que dans une seule case, mais autant Miles Morales, je comprends. Mais Spider-Gwen, elle est pas du tout censée être dans le même univers que Spider-Man. Et en même temps, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit là un peu plus longtemps en fait. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc si vous aimez Marvel, que vous avez envie de tester les comics, mais que vous avez peur d'être paumé dans l'univers étendu, eh bien je vous invite très chaudement à tester Dark Age. Un autre des rares romans que j'ai lu cette année. Félicitez-moi. S'il vous plaît, félicitez-moi, j'ai besoin d'encouragement. Le pitch concerne la jeune Noémie Taboada, une petite bourgeoise mexicaine des années 1950, dont le père a reçu un appel à l'aide de sa cousine, qui a épousé un aristocrate britannique et s'est installé avec lui et sa famille dans un manoir gothique. Ni une ni deux, Noémie va se rendre sur place et se rendre compte que non seulement la famille british est loin d'être gentille et normale, mais qu'en plus, le manoir lui-même semble habité par des entités. Globalement, l'univers est hyper cool, la menace est assez originale pour le coup, tout en baignant dans une ambiance un peu Lovecraftienne, avec quelques références dans le tas. Ce qui est aussi plaisant, c'est qu'on se retrouve avec une héroïne mexicaine dont on n'a pas vraiment... C'est pas vraiment le genre d'héroïne dont on a l'habitude. Parce que moi, perso, une meuf qui flirte pour le fun, qui est hyper superficielle, et qui change de tenue excentrique toutes les 5 minutes pour être le centre de l'attention, je vous avoue que c'est pas le genre de personnage que j'ai envie de suivre. Et pourtant, non seulement la demoiselle est beaucoup plus maligne et érudite qu'elle laisse paraître, mais en plus elle est absolument pas parfaite et sans défaut. Loin de là, très loin de là. C'est au contraire, elle a des failles, la malédiction la touche comme tout le monde, donc vraiment c'est un très bon personnage. J'aime aussi beaucoup le style d'écriture. J'ai quand même un petit bémol sur au niveau des scènes de rêve, qui voilà, niveau écriture m'ont pas particulièrement touché. Après j'ai quand même quelques reproches à faire, notamment sur la fin, parce que je trouve que certaines scènes manquaient cruellement de détails. Par exemple, à un moment, on a un personnage qui se fait casser la main. C'est décrit comme ça, hein, il s'est fait casser la main, et plus tard c'est décrit comme une blessure. Ok. Et ce perso doit tenir une lampe à pétrole, et quelques pages plus tard s'empare également d'un couteau. Du coup vous vous dites, bah non, si elle a la main cassée, elle peut pas tenir les deux à la fois, elle a donc dû poser la lampe quelque part. Non, elle tient les deux. Et ce n'est qu'à ce moment que tu en apprends plus sur la blessure, à savoir qu'elle a 2 doigts cassés à la main gauche. Ah bah d'accord, oui, bah c'est pas la même chose que d'avoir toute la main cassée. Certains éléments du final font assez rushés et malheureusement assez prévisibles. Ce qui est dommage, mais bon, le gros de l'histoire reste très intéressant. Et on est pendant toute l'intrigue à essayer de comprendre d'où vient la malédiction et ce qui l'a provoquée. Bon, apparemment, le livre est censé être adapté en série prochainement. Why not, hein, moi je suis partant. Ceci dit, le projet d'Hulu a l'air d'être lancé depuis 2020, donc voilà, ça a pas l'air très bon signe. Mis à part ça, est-ce que je vous conseille ce roman? Oui, lisez-le, c'est un excellent bouquin, et une très bonne intrigue surnaturelle. Si vous avez vu mon flop sur les films de 2022, vous savez donc que j'adore le mythe du génie de la lampe. Alors à la base, j'avais survolé le premier tome de cette série, à peu près à l'époque de sa sortie, mais c'était il y a une bonne dizaine d'années, et même si l'ambiance m'avait plu, j'avais pas tout lu, et j'ai jamais eu l'occasion de me renseigner davantage dessus. Mais l'avantage d'avoir ta propre librairie, c'est que tu as accès à tous les bouquins encore en circulation. L'histoire est celle du Kabyle. Il a pas de nom, hein, il sera juste toujours appelé le Kabyle.
Bref, le Kabyle a vu les siens massacrés par l'armée de Salah ad-Din et a été secouru de justesse par Sinan, le maître des Hashishin. Oui, les assassins. Qui l'a alors pris sous son aile et formé pour en faire un de ses plus féroces guerriers fanatiques. Mais suite à une mission qui le mènera aux portes de la mort, le Kabyle sera enfermé dans une lampe et transformé en djinn, le condamnant ainsi à exaucer 3 souhaits dans l'espoir d'obtenir sa libération. J'ai adoré cette histoire, parce que c'est probablement une de celles qui va le plus loin dans tout ce qui a trait aux origines des lampes magiques et des djinns, en mêlant notamment des éléments et des personnages des contes des Mille et Une Nuits à sa sauce. Le dessin est absolument superbe, et l'histoire était vraiment prenante. J'aurais cependant quelques reproches à faire. Dans les 2 premiers tomes, on a ce que j'appelle des dessins perdants. En gros, vous avez les images qui se suivent, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous êtes en train de regarder ou de ce que vous devez regarder, ou des détails que vous devez remarquer. Vous n'êtes pas certain de l'emplacement des personnages, de ce qu'il faut remarquer, et du coup, même à ma 2e lecture, il y avait des moments où je me disais « Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait ?» Alors, c'est pas sans arrêt dans les 2 premiers, et ça s'arrange totalement dans le 3e, enfin il me semble, mais c'est vrai que ça peut gêner. Par contre, et ça c'est notamment un défaut du 3e tome, ce sont quelques incohérences et facilités scénaristiques, par rapport aux règles qui sont inventées à cet univers. Je pense qu'il faut vraiment être un pinailleur comme moi pour les repérer, mais quand vous les remarquez, je pense que vous avez le droit de râler un peu, quoi. Par exemple, pour tuer un djinn, il faut le décapiter et garder sa tête et son corps séparés pendant 1000 et une nuits pour qu'il finisse par mourir. Et il y a des fois où le corps peut continuer à agir malgré la décapitation, et d'autres où non, t'as été décapité, tu bouges plus. Principalement parce que ça arrange le scénario. Mais globalement, si on apprécie l'univers et le côté un peu merveilleux, voire quasiment conte de fées, je pense qu'on peut passer outre et apprécier malgré tout. En tout cas moi, ça a été mon cas, et je vous recommande très fortement 3 souhaits. Oh putain de merde! Alors, pour ceux qui par hasard auraient vu le fameux épisode de Salut les Geeks qui lui était dédié, sur ce fameux mec qui se battait avec un slip sur la tête, il s'agissait de l'adaptation en film live du manga Hentai Kamen. Et je crois que depuis Grand Blue, je me suis rarement autant marré devant un manga. Le pitch, c'est que Kyosuke, un lycéen tout à fait normal, en dehors du fait qu'il appartient au club d'arts martiaux et en est un des plus puissants membres, est le fils d'un policier copié sur l'inspecteur Harry et d'une dominatrice SM, ce qui a plus ou moins transmis leur gène de perverse et de protecteur de la justice à leurs rejetons. Je suis pas sûr que la génétique fonctionne comme ça, mais bon. Et le truc, c'est que Kyosuke va se rendre compte que lorsqu'il se retrouve avec une culotte de femme sur le visage, sa perversion atteint un niveau tel que ses capacités physiques sont boostées. Il va donc devenir un super-héros, Hentai Kamen, le pervers masqué, pour protéger la veuve et l'orphelin, tout en punissant les criminels de manière bien perverse. Et franchement, j'étais explosé de rire à chaque chapitre. Non seulement les attaques sont complètement what the fuck, je n'oublierai probablement jamais la locomotive de l'enfer. Mais en plus, c'est complètement barré, le manga se prend jamais au sérieux, il assume tous ses délires à 100%, c'est excellent. Pour moi, c'est excellent. Bon, après, c'était que le tome 1, et pour ce que j'en sais, la série se termine en 5 tomes. Le tome 2 est légèrement moins drôle que le premier. La faute à un arc que j'ai trouvé un peu trop classique, sur fond de combattante chinoise qui a été battue en un combat singulier par le héros et qui du coup doit l'épouser. Hein, ouais, c'était déjà une vanne dans Ranma 1/2 et c'était pas la meilleure. Mais en dehors de ça, le tome 2 reste très drôle. On verra si l'humour reste présent tout du long de la série, mais déjà le simple fait que la série soit courte, c'est plutôt bon signe. Ceci dit, on en est bientôt à 15 tomes avec Grand Blue et la série est toujours aussi hilarante, donc à voir. Et oui, donc si vous connaissez pas Grand Blue, je vous invite très fortement à le lire. Et dans le pire des cas, il y a un animé dessus, testez-le. Quoi qu'il en soit, je vous invite très fortement à tester Hentai Kamen. L'histoire se déroule dans l'univers de la colère des dieux, et donc sur le monde de Landvaril, je crois, qui est un monde de fantaisie médiévale, enfin plus ou moins, parce que y a quand même de la technologie qui est développée, et qui est très fortement axée sur la mythologie nordique. On y suit notamment le personnage de Norédrin Pot de Fer, le roi nain de la cité de Dum Ali, et son capitaine de la garde, Simon Malaski.
et toute l'histoire se déroule notamment autour d'une intrigue de cour, Noredrin voyant son trône réclamé par son cousin pour des raisons de légitimité que je ne vous spoilerai pas ici. Déjà que l'histoire est pas bien longue, si en plus je vous raconte la moitié, ça va pas le faire. On va donc commencer par le premier mauvais point, qui est la principale raison pour laquelle je ne lis jamais de nouvelles, c'est que c'est beaucoup trop court. Quand t'as fini le bouquin, t'as à peine effleuré tout ce que l'univers pouvait t'offrir, et pour moi c'est un gros défaut en fait. On s'attache très vite et facilement au personnage, qu'on aimerait suivre un peu plus longtemps, mais non. On peut aussi lui reprocher de faire pas mal d'expositions, mais en même temps, là encore, c'est une nouvelle. Donc si t'as pas lu les autres histoires de l'univers de la colère des dieux, notamment la série principale qui est le déchu, s'il n'y avait pas d'exposition, tu comprendrais rien. Mais pour ce qui est de mon côté, paradoxalement, vu que c'est très court, tu peux le lire très vite. Et donc c'est une bonne manière de déterminer si tu apprécies ou non la plume de l'auteur. Et en l'occurrence, moi c'est ce que j'ai préféré. L'auteur sait manier les mots, il le montre bien, il y a même des passages qui sont pratiquement en rime, les descriptions sont cool sans être envahissantes, et non franchement c'est un style que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc bref, je vous conseille très fortement de lire Mémoire de Landharil, Printemps funèbre. Et si vraiment ça vous plaît, sachez que il y a toute une autre série qui est logotée La colère des dieux, qui concerne des nouvelles, mais aussi une saga principale, donc qui est Le Déchu. Oui, parce que monsieur l'auteur a décidé qu'il allait faire comme Tolkien et consacrer toutes ses œuvres à un seul univers. Mais bon, si chacun possède la qualité d'écriture des Mémoires de Landharil, je vous les conseille. L'histoire commence avec Cody, une adolescente mal dans sa peau, qui, exclue de la communauté normale des lycéens par sa propre sœur, est contrainte d'aller manger à la table des losers, où sont réunis les principaux marginaux de l'établissement, et notamment Faye Faulkner, une jeune fille qui se balade toujours avec un chapeau de sorcière, et pour cause, c'en est vraiment une. L'intrigue est super intéressante, notamment parce que ça tourne autour d'un démon qui fait du cyberharcèlement, et qui se sert des réseaux sociaux pour manipuler ses proies. J'ai trouvé ça génial comme pitch. Les dessins sont cool, même si je pense qu'ils risquent de pas plaire à tout le monde. Le personnage de Faye est évidemment le plus développé et le plus intéressant de l'histoire, vu que c'est principalement elle qu'on va accompagner. Notamment avec quelques souvenirs de sa formation, mais aussi des raisons qui font qu'elle ne veut pas se lier aux autres, et encore moins essayer de régler les problèmes qui ne la regardent pas. L'histoire est assez courte, et ça va pas vous prendre des heures à lire. On peut la considérer comme un début de discours sur les dangers des réseaux sociaux, si globalement ça reste assez léger, quoi. J'aurais cependant quelques critiques, notamment dans la manière dont Faye réussit à se débarrasser du démon, qui, à mon sens, fait vachement expédier, mais je reconnais que ça se discute. Le bouquin a aussi quelques points sur la marginalité, sur l'exclusion, et sur ce qu'on veut ou doit faire pour réussir à s'intégrer. Par exemple, à un moment, quelqu'un vient dire à Faye: si tu es arrêté de porter ce chapeau ridicule, tu pourrais facilement t'intégrer et te faire des amis. Ce à quoi Faye lui répond: ce chapeau, ça représente qui je suis. Et si je dois l'enlever pour me faire des amis, peut-être que c'est ta vision de l'amitié qui est pas la bonne. Autre reproche, j'ai aucune idée de si l'histoire se termine sur une fin ouverte ou s'il y aura d'autres tomes. Quand on voit qu'il y a quand même quelques points assez flous dans l'histoire de Faye, et que littéralement le tome se termine sur la jeune fille qui devient une sorcière à louer, vu que c'est dans le titre, je pense pas que ce soit un spoil, on est en droit de s'attendre à ce qu'elle ait d'autres aventures du même calibre. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est une très bonne découverte, et je vous encourage fortement à la lire. Quand je vous dis que le travail de Terry Moore est en dents de scie, j'en ai un qui fait partie de mes pires découvertes de l'année, et un autre dans mes meilleurs. L'intrigue va donc tourner autour de Zoé. Alors, comment dire sans rien spoiler, Zoé est une tueuse en série de 10 ans, avec 50 ans d'expérience. J'en dirai pas plus, si vous voulez mieux comprendre, lisez Rachel Rising. Et il faut savoir que Zoé est mon personnage favori de tout l'univers de Terry Moore. Notamment en raison de son humour très noir, très sarcastique, très acéré. D'ailleurs, je pense que ce serait très marrant de la voir en feature avec Mercredi Adams. Sauf que Zoé va voir une de ses amies d'enfance se faire zigouiller par un serial killer. Elle se mettra donc en tête de la venger en mettant en œuvre toutes ses compétences, et croyez-moi, elle est parfaitement capable de se débrouiller toute seule.
Donc, je le redis, Serial est un spin-off de Rachel Rising. Parce que clairement, si vous lisez Serial sans connaître Rachel Rising, vous risquez de pas comprendre d'où viennent les capacités de Zoé. Ce qui du coup m'a donné envie de découvrir Rachel Rising. Hein. L'histoire est donc très cool, parce que c'est vraiment une traque entre Zoé et la tueuse de son ami. Il y a des scènes qui sont vachement classe, notamment quand on a notre petite héroïne qui réussit à se débarrasser d'ennemis qui sont largement plus grands qu'elle. Sa manière d'enquêter est très intelligente, et surtout qu'elle a toujours autant d'humour. Quand elle te sort une vanne, ça fait systématiquement mouche. Après, il y a 2 points sur lesquels je suis assez mitigé. C'est comme toujours avec du Terry Moore. D'abord sur les capacités physiques de Zoé. Parce qu'à un moment, on la voit qui chope les pieds d'un mec depuis sous un van et elle le tire en dessous, mais tu fais oh putain, elle doit avoir une force surnaturelle ou un truc comme ça. Sauf que c'est absolument pas le cas quand elle est face à son adversaire final. Et même dans Rachel Rising, il me semble pas qu'elle était particulièrement forte. Hein, donc du coup, tu sais pas vraiment où elle se situe en fait. Et le dernier point, c'est le cas de Zeus, qui est un chiot que Zoé va adopter. Sauf que quand elle l'adopte, c'est un chiot tout juste né. Et un chapitre plus tard, le truc il est déjà adulte. Sous-entendant qu'il se serait passé quand même au minimum quelques mois. Sauf que t'as absolument pas l'impression que l'enquête a autant traîné. Pour moi, toute l'histoire de Serial, elle se déroule en quoi 2 semaines, grand max. T'as vraiment pas la sensation que ça dure plus longtemps en fait. Donc voilà, mis à part ces petits défauts, je considère que Serial est un excellent comics et je vous invite très fortement à le découvrir. L'histoire se déroule dans un futur très lointain où 3 pilleurs d'épaves vont découvrir la carcasse du Léviathan, un vaisseau de transport de passagers japonais qui a disparu depuis... Ah, c'est pas indiqué en fait. Ils vont découvrir un journal laissé par un des élèves et vont l'étudier tout en explorant le vaisseau. Parallèlement, on va revivre l'histoire du jeune Kazuma alors que leur vaisseau se retrouve bloqué au milieu de l'espace, sans aucun espoir d'alerter les secours. J'avais zappé d'allumer une lumière, bon bah, ça fera par accord, tant pis. Alors on va commencer par le dessin qui... Franchement, c'est une claque, quoi. Il a un aspect qui est très crayonné, qui joue beaucoup avec les différentes nuances de gris, ce qui, à mon sens, donne énormément de relief à la plupart des cases. Et s'il y a un point sur lequel on ne peut pas critiquer le dessinateur, c'est sur les gros plans. Parce que vraiment, ils sont magnifiques et presque à 2 doigts de l'hyperréalisme. Néanmoins, je dois reconnaître que... c'est vrai qu'il y a certains passages où quand des personnages sont vraiment très en arrière-plan, là oui on peut râler sur la qualité globale avec des personnages qui ont l'air d'avoir des visages un peu tordus ou des silhouettes pas très bien proportionnées. Alors c'est loin d'être moche, hein, très loin même, mais effectivement c'est des petits détails comme ça qui fait ouais, c'est pas parfait. Alors niveau scénario, pour le moment je n'ai lu que les 2 premiers tomes, parce que pour le moment c'est les seuls qui sont sortis. Et globalement, c'est excellent. L'histoire de toute une classe de collégiens qui se retrouvent vraiment seuls entre eux face à une mort certaine. Ça, c'est une situation vraiment horrible où t'as la peur et la paranoïa qui vont se répandre de plus en plus et ne pas arrêter de se répandre au point que des morts vont se produire, quoi. Oui, d'ailleurs, vous n'essayez pas de vous dire que parce que c'est des collégiens, les gamins vont tous s'en sortir. Hein. Non, il y a des morts et puis il y en a qui sont assez crades d'ailleurs. On peut regretter que le tome 2 vise beaucoup moins sur la paranoïa et se concentre plus sur la guerre ouverte entre les élèves, mais globalement ça reste très plaisant à suivre. Pour moi ça reste une excellente découverte et je vous encourage très chaudement de lire Léviathan. Bon, là, je vous cache pas que ça va être assez compliqué à expliquer, donc je vais aller au plus simple. L'histoire est celle de Rebecca Kumar, une jeune new-yorkaise qui, lors de son 21e anniversaire, se fait arracher le cœur par un individu à moitié corbeau, mais parvient malgré tout à vivre comme si de rien n'était. Le monde va alors subir les interventions de pas mal de créatures folkloriques ou mythologiques, surtout des mythes celtiques, il me semble, et certaines vont essayer de s'occuper de Becky pour lui expliquer ce qui lui est arrivé, lui apprendre à manier ses pouvoirs latents, et au final, peut-être, récupérer son cœur. Je peux pas en dire beaucoup plus, parce que la plupart des révélations, ce serait du spoil, et j'ai vraiment envie que vous découvriez l'histoire par vous-même, parce que je trouve qu'elle mérite d'être connue. Les dessins sont superbes, on peut être buté par le noir et blanc, mais pour le coup c'est justifié scénaristiquement, parce que l'héroïne est en fait atteinte d'acromatopsie.
En gros, elle voit pas les couleurs. Mais le dessin y aura quand même droit à plusieurs reprises, notamment dans les rêves, et aussi dans certaines situations bien particulières, mais là encore je peux pas vous dire, ce sera du spoil. Par contre, soyez prévenus, il y a beaucoup de scènes de nus, et notamment de nus frontales de femmes et d'hommes, et l'ambiance peut être considérée comme très LGBT friendly. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le thème, c'est peut-être à éviter. Les scènes de baston sont cool, les scènes de magie sont hyper impressionnantes, et si je devais faire de vrais reproches, c'est notamment au fait que l'histoire se termine sur une fin ouverte. Et la série n'est pas finie, vu qu'apparemment il y a eu une suite, appelée Arcadia, qui est sortie en 2020, dans son pays d'origine. Et le problème c'est que j'ai aucune idée de s'ils ont l'intention ou non de sortir la suite. C'est un peu comme pour Animosity en fait, il y a 4 tomes de sortie en France, il y en a un 5e sorti aux États-Unis depuis 2020, et on n'a toujours aucune news. Sortez-vous les doigts du cul! Et oui, si jamais vous ne connaissez pas Animosity, je vous le conseille également, c'est super bien. En gros, ça raconte l'histoire où tous les animaux du monde se mettent à penser et à parler de façon consciente. Ce qui va évidemment foutre la merde dans la société actuelle. Donc je vous la recommande, c'est excellent. Et peut-être que si suffisamment de bouquins sont achetés, les éditeurs se décideront à se bouger le fion. Donc, conclusion, je vous invite très fortement à lire Animosity ainsi que Nomen Omen. Et voilà! On en a terminé avec tous les tops et les flops. Alors, à la base, j'avais aussi l'intention de faire une toute dernière vidéo de top, qui, elle, aurait été dédiée à mes découvertes musicales. Cependant, vu à quel point YouTube est de plus en plus sur les dents et pénible pour tout ce qui est extrait et droit d'auteur, je pense que je vais pas tenter le coup. Je pense que je vais éviter de me faire striker en publiant des extraits de musique. Sinon, toutes mes excuses pour le temps d'arrivée des tops et des flops. À la base, je comptais commencer à les publier la première semaine de janvier, sauf que le mois de décembre a été un peu surchargé et donc je n'ai pu commencer à tourner qu'en 2023. Et même si le montage était infiniment plus simple que pour des épisodes classiques, bah ça m'a quand même pris pas mal de temps. Quoi qu'il en soit, je renouvelle mes vœux et je vous souhaite une excellente année 2023. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.